Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le chef de l'État fort Essozom Nanya Zingbe et ses pairs ont honoré hier à Accra au Ghana l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou. C'est une marque de reconnaissance à l'ancien dirigeant nigérien désigné champion de la ZLECAf. 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo. Les maires, préfets et chefs traditionnels du Grand Lomé ont été sensibilisés hier par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. C'est pour une forte adhésion de la population à l'opération. La journée de l'enfant africain a été célébrée le 16 juin dernier. Elle donne l'occasion aux gouvernants de réfléchir sur les progrès réalisés en faveur des droits de l'enfant. Quel obstacle à la promotion de ces droits? Notre invité, M. Aledji Ghislain, est le secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, FODET. Il nous en parle dans cette édition. Sport football, qui sera le champion du Togo de la 2e division édition 2021. Le verdict est attendu ce dimanche à l'issue de la phase finale qui mettra aux prises Kotoko de la Vie et Kakadle de Doufelgou. Et puis à suivre aussi dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'Union africaine a officiellement dévoilé hier au siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf à Accra au Ghana une statue à l'effigie de l'ancien chef de l'État du Niger, Mamadou Issoufou. Cette statue, selon le chef de l'État togolais fort Essozom Nanya Zingbe, est une marque de reconnaissance de la contribution importante du président Issoufou pour la concrétisation de cet ambitieux marché unique africain. Abiré Lemo. Cette statue est le symbole des efforts consentis par le président nigérien pour la concrétisation de ce projet d'intégration africaine. Le chef de l'État togolais fort Essozom Nanya Zingbe et d'autres leaders africains ainsi que d'éminentes personnalités du continent ont assisté à cette cérémonie d'hommage. Le président togolais champion du marché unique de transport aérien africain, MUTA, a adressé ses félicitations à son frère et ami du Niger pour avoir conduit avec succès cette initiative de l'Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine, Étienne Tshisekedi, a pour sa part salué son engagement pour l'aboutissement heureux de ce projet phare de l'agenda 2063 de l'instance continentale. Ému par cette reconnaissance, Mahamadou Issoufou a témoigné sa gratitude à l'Union africaine et aux chefs d'État qui ont fait le déplacement du siège de la ZLECAf à Accra. Cette zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur depuis janvier 2021. Elle a pour objectif premier la création de marchés uniques pour les marchandises et les services à travers l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce. Abiré Lemo. Mais avant de se rendre à Accra, fort Essozom Nanya Zingbe a pris part dans la capitale ivoirienne au sommet d'Abidjan pour la 20e reconstitution des ressources de l'IDA. Le président de la République a fait à cette occasion un important plaidoyer en faveur d'une mobilisation accrue des ressources au profit des besoins sociaux de base. Le chef de l'État, qui a salué le groupe de la Banque mondiale pour son soutien aux économies africaines, soutien encore plus effectif dans le contexte de la crise sanitaire et d'un impact socio-économique.
Le Togo harmonise son système éducatif. Une signature de convention de partenariat entre les universités publiques du Togo et les établissements privés d'enseignement supérieur et de la recherche a eu lieu hier à Lomé. Solim Lemou. Ce partenariat entre les universités publiques du Togo et les établissements privés d'enseignement supérieur et de la recherche a pour objectif de promouvoir la qualité de l'enseignement au Togo et est aussi question de rechercher l'excellence chez les étudiants. Un rapprochement qui prend également en compte la sensibilisation des enseignants sur les conditions et normes des évaluations. Monsieur Komla Sanda, président de l'université de Kara. Cet accompagnement va être multiforme. Il pourra s'agir d'une formation pédagogique. Une deuxième activité, ça va être un accompagnement pour la recherche. Le but est l'excellence pour l'ensemble de l'enseignement supérieur togolais. Permettre à ses collègues qui interviennent dans le privé de s'inscrire sur les listes d'aptitude du CAMES. Une fois que les activités de recherche ont été menées, ce qu'il reste, c'est de publier des articles, de faire des communications en congrès. Le président du Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur et de la recherche, Marcel Akakpo, se félicite de cette convention et exprime sa reconnaissance au gouvernement. Monsieur Marcel Akakpo, président du Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un grand pas et un grand jour pour le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo. Parce que dorénavant, les enseignants privés pourront bénéficier de tout l'encadrement des professeurs d'université qui vont les amener dans la quête et dans l'évolution dans les différentes grades CAMES. Le CAMES, vous savez que c'est le référentiel absolu. Tous les professeurs doivent remplir un certain nombre de critères. Et je pense que c'est les choses faites aujourd'hui. Nous aurons l'accompagnement nécessaire pour pouvoir relever ce défi-là. Selon le professeur Iou Wateba, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ratification de cette convention va permettre de rehausser le niveau des prestations des enseignants. Ce partenariat répond à la vision du président de la République de faire de la qualité de l'enseignement un label. Un diagnostic a été fait et a montré qu'il y a une faiblesse relative dans la qualité de l'enseignement au niveau du privé. Ce partenariat permet aux universités privées ou aux établissements d'enseignement supérieur privés d'être accompagnés dans l'art d'enseigner pour ensuite pouvoir gravir toutes les étapes du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur dans ce qu'on appelle les programmes du CAMES. Les grands bénéficiaires seront les établissements privés qui, nous le souhaitons, dans les années à venir, auront en leur sein des enseignants universitaires de niveau international. Et qui dit qualité de l'enseignement, dit aussi indirectement qualité du diplôme. Le processus du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo avance à grands pas. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED entame la phase de la cartographie censitaire. Pour marquer l'adhésion de la population à cette opération, l'Institut organise du 15 au 19 juillet des séances de sensibilisation à travers tout le pays. Geneviève Pognon. Dans le Grand Lomé, ce sont les maires des 13 communes, les préfets du golfe d'Agonivé et les chefs traditionnels qui ont reçu la visite des équipes de l'INSED. Il s'agit de sensibiliser ces autorités administratives et locales ainsi que des membres du comité local de recensement. Ces acteurs, une fois sensibilisés, vont à leur tour relayer l'information auprès de leur population pour leur adhésion totale à l'opération. Tour à tour, le maire d'Agonivé 2, Boulor Kofi, et celui du Golfe 2, Dr Amaglo James, ont indiqué poursuivre la sensibilisation. Il est question de voir avec les chefs cantons, chefs quartiers, les groupes sociaux qui sont organisés chez nous, les CDQ et autres, les radios communautaires et de passer l'information. On va intensifier la sensibilisation. Le recensement, c'est une opération très importante, surtout avec la mise en place des communes. Il faut avoir les informations concernant les communes en termes de population, en termes des infrastructures, en termes de concessions. Donc ce premier recensement après la communalisation va nous permettre de mieux connaître nos communes. Et c'est dans ce sens que les maires sont vraiment intéressés et sont impliqués dans le processus. L'opération va démarrer bientôt et ça commence par la cartographie censitaire. Cela veut dire qu'on va découper les communes en petites zones de recensement. Donc ils sont venus nous expliquer de faire en sorte qu'on puisse faire un découpage optimal. Donc le rôle des maires d'abord c'est de sensibiliser la population de telle sorte que la population donne les informations utiles. Parce que pour un recensement, il faut des informations vraies.
Les chefs traditionnels, de leur côté, saluent la réalisation du 5e RGPH dans la mesure où il permettra la planification des programmes de développement. Écoutons quelques-uns. Si je ne connais pas le nombre de populations qui habitent dans mon canton, comment est-ce que je peux planifier des projets de développement? Donc, ce recensement aide vraiment les chefs de canton, nos mairies aussi, qui auront des plans de développement de nos communes pour le bien-être de nos populations. Il faut savoir le nombre de populations que vous avez sous votre tutelle afin que vous puissiez faire des plannings sur les années à venir. Ce recensement revêt beaucoup d'intérêt. On est rentré dans les phases actives de la décentralisation. Et je crois qu'avec tout ce qu'on nous a expliqué, ça revêt beaucoup d'intérêt à booster le développement au niveau de nos localités respectives. L'opération de cartographie va durer 6 mois. La communauté musulmane de par le monde célèbre mardi prochain la fête de Tabaski édition 1442, appelée l'Aïd el-Kébir ou la grande fête en arabe. La célébration a lieu le 10 du mois d'Oul-Hidja, le dernier mois du calendrier musulman. Cette grande fête, appelée encore la fête du sacrifice ou du mouton, commémore la force de la foi d'Abraham. L'origine de cette célébration dans ce magazine de Yakubu Ahabou est présentée par Bénédicte Kanda. Cette fête symbolise effectivement la force de la foi du prophète Abraham et de son fils Ismaël à Allah. En effet, après avoir cherché des années d'avoir un enfant, il a dû accepter sacrifier cet enfant Ismaël sur l'ordre divin. El Hadj Alassani Abdoulaye, membre de l'Union musulmane du Togo. L'origine de la fête, c'est lié au prophète Abraham. Dans sa mission, il a montré la vraie détermination de sa foi à Allah. Il a été dans plus de 80 ans sans avoir d'enfant et il a lu dans sa soumission que si Dieu me donne un enfant, je vais le sacrifier à Allah. Il a raconté son songe à son enfant que j'ai rêvé que je suis en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Non, si telle est la volonté de Dieu, moi aussi je me soumets à Dieu. Au moins d'égorger l'enfant et Dieu a confirmé que vraiment tu es du nombre de ceux qui sont soumis à moi. Et Dieu a, par sa clémence, par sa miséricorde, par sa toute puissance, Dieu a remplacé Ismaël par un bélier. Voilà pourquoi j'ai dégorgé un bélier. Si la fête, depuis son origine, est un sacrifice, elle est aujourd'hui un moment d'invocation et d'adoration à Allah, mais aussi de partage avec les autres. Retrouvons El Hadj Alassani Abdoulaye. La fête de Tabaski symbolise les 5 piliers de l'islam. Donc pendant cette période-ci, du 1er jusqu'au 10 jours du mois de Zulhidja, c'est le dernier mois, le 12e mois de l'année lunaire. Donc pendant cette période sont concrétisés les 5 piliers de l'islam. On prononce beaucoup les invocations pour déclarer l'unicité de Dieu. Parmi ces invocations préférées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné Allahu Akbar, qui signifie Allah est grand. La ilaha illallah, qui signifie il y a d'autres divinités. Et la dernière, c'est Walillahi alhamd, toute la gloire est à Allah. Ensuite, les gens partagent beaucoup. Les pauvres bénéficient de ceux-là qui sont un peu nantis. Les gens donnent leurs zakat. Donc toute l'année entière, les gens calculent les 2,5 pour 1000 pour remettre à ceux qui sont dans le besoin. Il faut donc multiplier les takbirats jusqu'au jour de l'Aïd el-Kébir. Et voici le communiqué de l'Union musulmane du Togo à cet effet. À l'occasion de la grande fête de Tabaski, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête Aïd el-Kébir sera célébrée le mardi 20 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de circonstance se dérouleront aux lieux habituels consacrés à cet effet entre 9h et 9h30. Le bureau rappelle que les mesures barrières doivent être
scrupuleusement respectés, notamment le port de cache-nez, l'usage du tapis individuel, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, enfin éviter les accolades et les embrassades. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toute la population togolaise. Les événements porteurs de risques tels que la maladie, la vieillesse et les accidents, lorsqu'ils surviennent dans la vie du travailleur, qu'il soit du secteur formel ou de l'informel, réduisent ses moyens financiers. Et sans la protection sociale, difficile de se tirer d'affaire et de s'épanouir. Que faut-il entendre par protection sociale? Comment en bénéficier? Nathalie Paniquet nous en parle dans ce magazine. Tout comme le salarié, le travailleur de l'économie informelle au cours de sa vie fait face à la vieillesse, aux accidents, à la maladie ou encore à l'invalidité. Ces événements porteurs de risques ont 2 conséquences sur celui-ci. Justin Plandet, directeur du département des prestations à la CNSS. La première, des fois, il porte atteinte à l'intégrité même de l'individu pour le rendre incapable de continuer par générer ses revenus de travail, ses revenus de vie. La deuxième conséquence, que des fois, il suspend complètement les moyens de vie de l'individu. Donc, face à ces événements, la sécurité sociale se pose comme un dispositif de garantie qui sont destinés à apporter donc des réponses en termes de garantie financière, en termes de revenus de remplacement, lorsque l'individu fait face à l'âge de vieillesse, à un accident, à une maladie, à une invalidité et voire même au décès en termes de prise en charge donc des ayants droit que le travailleur aurait laissé. Bientôt une couverture sociale pour ces acteurs du secteur informel au Togo. Le premier principe pour en bénéficier est la contribution du travailleur sur la base de son activité. Retrouvons le directeur du département des prestations à la CNSS, Justin Plandet. Vous êtes un mécanicien au bord de la route. Au quotidien, vous faites vos activités. Au cours de cette journée, si vous gagnez 1000 francs, vous pouvez décider, après avoir fait les comptes, d'envoyer 200 sur votre compte assurance sociale pour la retraite. Et si le lendemain, vous n'avez rien gagné, on ne viendra pas vous tenir le coup. Donc, en fonction de vos revenus et de façon flexible, vous allez accumuler des cotisations à votre rythme sur un compte de sécurité sociale. Et ce compte va être rémunéré. Et à partir d'un âge fixé, nous avons proposé l'âge plancher de 55 ans. Vous pouvez dire, je veux qu'on m'ouvre un droit. Et attention, ce droit, c'est une rente viagère. Tant que vous vivez, vous allez pouvoir bénéficier de cette garantie sociale. Donc, c'est votre capital cumulé, rémunéré, qui est converti en rente viagère. La Caisse nationale de sécurité sociale s'appuie sur la loi 2011-006 portant code de sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle. Lasmalaba Nito, directeur du recouvrement et de l'immatriculation à la CNSS. Depuis des années, la Caisse nationale de sécurité sociale s'est occupée de la protection sociale des travailleurs salariés. Mais les travailleurs salariés ne représentent qu'une infime partie de la population togolaise active. Et pour permettre à l'ensemble de cette population mise à l'écart depuis des années de pouvoir bénéficier de l'assurance sociale, depuis 2019, la Caisse a rencontré les acteurs du secteur informel pour échanger avec eux, voir quelles garanties elle peut les apporter pour que leurs vieux jours soient assurés. C'est à l'issue de cette tournée que la Caisse nationale de sécurité sociale a arrêté l'assurance vieillesse pour tous pour ces acteurs du secteur informel. En plus donc de l'extension de la couverture sociale aux acteurs de l'informel, l'institution conduit le programme de formation des partenaires sociaux dénommé Vendredi de la Sécu. Les grands projets immobiliers tels que la résidence de la Renaissance en cours de construction. Fin de la campagne électorale à Sao Tomé et Principe, les habitants de cet archipel au large du Gabon se préparent à choisir demain dimanche leur nouveau président. La campagne qui s'est achevée hier a mis aux prises 19 candidats. Pour certains analystes, la fonction de chef de l'État est banalisée par ce nombre élevé de candidatures. Cette élection se tient dans un contexte de crise économique et sociale. La corruption massive dénoncée par la société civile et par le président de la République lui-même est la cause principale de cette crise. Les nouvelles autorités maliennes rassurent l'Union
africaine que le calendrier électoral sera tenu. C'était à l'issue d'une visite de 4 jours d'une délégation de Conseil paix et sécurité à Bamako. La mission de l'Union africaine a notamment rencontré plusieurs autorités ainsi que la classe politique locale. Selon le calendrier officiel, les élections présidentielles et législatives maliennes doivent avoir lieu fin février 2022. Éthiopie, le pouvoir fédéral sonne la mobilisation générale contre les rebelles du Tigré après leur contre-offensive victorieuse menée ces dernières semaines. 3 régions vont donc déployer des troupes pour soutenir les opérations pilotées par l'armée fédérale. Une reprise des combats qui souligne l'impasse dans laquelle se trouve le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce qui devrait être une formalité est finalement devenu un bourbier pour l'armée éthiopienne. Lancée il y a 8 mois, l'opération militaire censée mater la rébellion de la province du Tigré a tourné au fiasco. Et nous abordons ainsi la deuxième partie de ce journal magazine invité. Au Togo et dans la plupart des pays dans le monde, les enfants ne peuvent ni rester en justice ni porter plainte contre ceux qui violent leurs droits devant le comité de Genève. Sur un autre plan, 34% des filles en Afrique sont mariées avant l'âge de 18 ans. L'année dernière, on estimait que 100 millions de filles se marieraient d'ici 2030 avant le Covid-19. En raison de la pandémie, on estime que 10 millions de filles supplémentaires se marieront d'ici 2030. La journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier est l'occasion pour le monde de réfléchir sur les progrès réalisés en faveur des droits des enfants ainsi que sur les obstacles auxquels ils continuent de se heurter. Et ces actions sont conditionnées par la ratification du 3e protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est ici donc que le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo FODET trouve sa raison d'être. Et depuis, le FODET mène des actions de plaidoyer dans ce sens. Quelle est la situation des droits de l'homme, des droits des enfants, au Togo? Que fait concrètement le FODET? Nous en parlons avec M. Alédié Ghislain. Il est le secrétaire exécutif du FODET. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour. Alors, la première question est celle-ci. Le continent africain vient donc de célébrer il y a de cela un mois la journée de l'enfant africain. Quel est l'état de la protection des enfants au Togo et particulièrement? Ok. Merci beaucoup, Étienne, de nous donner l'opportunité de parler des questions des droits de l'enfant, toujours dans le cadre de la célébration de la journée africaine des droits de l'enfant. En effet, la situation des enfants au Togo, on peut dire que le Togo vient de très loin, parce que, effectivement, vous savez qu'un pays, lorsqu'il veut réaliser les droits de l'enfant, il faudrait nécessairement qu'il puisse ratifier le traité. Et donc, dans ce sens, le Togo, comme j'ai dit, le Togo vient de très loin. Le Togo, après avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 1er août 1990, a ratifié aussi la Charte africaine des droits et du bien de l'enfant le 5 mai 1998. C'est vrai que la Charte a été adoptée le 11 juillet 1990 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba. Alors, aujourd'hui, le Togo vient de très loin parce que, au-delà du fait que le Togo a ratifié la charte, donc l'engageant dorénavant à pouvoir traduire dans les faits les droits de l'enfant au Togo, le Togo a mis en place aussi d'autres cadres institutionnels. Par exemple, nous avons un département en charge des droits de l'enfant au niveau du ministère de l'action sociale. Et fondamentalement, c'est la Direction générale de la protection de l'enfant. Au-delà de ça, nous avons eu le cadre national de concertation des acteurs de la protection de l'enfant. Nous avons le comité
national des droits de l'enfant qui est créé par l'article 452 du Code de l'enfant, ce code qui a été adopté en 2007, plus précisément le 25 juin 2007 par le Parlement et ratifié le sujet par le chef de l'État. Donc, toutes ces avancées montrent effectivement que dans une moindre mesure, il y a quand même un engagement politique pour que les décideurs puissent traduire dans les faits les droits de l'enfant. Outre cela, nous avons aussi les ONG qui sont à côté, qui apportent à travers leurs programmes tout ce qui est en train de faire. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire, tel vous l'avez dit à l'entame, que d'abord, on a un cadre juridique qui permet de baliser la question du respect des droits de l'enfant. Et au-delà de ça, on a des structures et des hommes engagés qui font leur mieux pour traduire les droits de l'enfant. Cependant, malgré que tout ceci se fait, on peut dire qu'il y a encore mieux à faire. Mieux à faire parce que, à l'entame, vous avez parlé, la question de mariage de l'enfant existe au Togo. La question de traite des enfants existe au Togo. La question du travail des enfants existe au Togo. La question de plainte, vous avez parlé de la plainte, oui. Le 3e protocole parle qui devait être ratifié, mais qui jusqu'à ce jour, malgré le plaidoyer que Foudet et ses partenaires ont eu à faire, n'est pas encore ratifié et ne donne pas l'opportunité aux enfants eux-mêmes de pouvoir porter plainte devant les instances du comité des droits de l'enfant au cas où leurs droits sont violés. Mais cependant, je voudrais ajouter que le Togo ayant ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a, dans son article 44, donné l'opportunité quand même aux enfants. Même si le Togo ne ratifie pas, déjà la charte était en avance sur la convention. C'est la convention veut se rattraper en ayant élaboré le 3e protocole sur la communication qui permettait aux enfants ou bien aux ONG de pouvoir porter plainte au cas où des droits des enfants sont, lésés, ne sont pas respectés. Mais j'ai dit que aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, il y a déjà le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui ont déjà esté leurs États au niveau du comité d'experts africains et que ce comité a été jugé condamné. Et le gouvernement camerounais, le gouvernement sénégalais aussi et le gouvernement sud-africain par rapport à certaines violations des droits de l'enfant en vertu de l'article 44 de la Charte africaine des droits et du bien de l'enfant qui reprend textuellement ce que le protocole sur la CDE disait que les enfants ou bien les ONG ont l'opportunité de pouvoir ester en justice les États qui violent les droits de l'enfant. Vous l'avez évoqué, vous avez parlé de traite des enfants. Alors, c'est un fléau qui est récurrent au Togo notamment. Alors, que fait le Foudet dans ce sens, à ce niveau? Ok, merci beaucoup. La traite des enfants, d'abord, on peut dire que fait Foudet? Oui, Foudet fait du travail. D'abord, Foudet, en tant que fêtière, a pour dada de faire le plaidoyer. Et donc, le plaidoyer a été fait, et ce qui fait que d'abord, il y a eu en 2005 la création, l'adoption d'une loi sur la traite qui existe. Parce que avant 2005, il y avait un vide juridique, malgré l'existence de la traite qui existait depuis fort longtemps, et qui, d'une manière ou d'une autre, n'a fait que un peu bouger parce que la traite par le passé, au niveau des parents, c'est ça qu'on appelle le confiage. C'est-à-dire que vous êtes un enfant, que ce soit votre parent étant riche ou pauvre, vous devez nécessairement aller rester chez une tante, un oncle, ou bien une tierce personne que vous ne connaissez même pas. Mais aujourd'hui, et les gens avaient, avec les valeurs africaines, éduqué ces enfants sans embâche, sans vraiment les violenter, sans violence. Et aujourd'hui, quand vous voyez, même parmi les ministres et les autorités, il y a beaucoup qui sont passés chez les oncles, les tantes. C'est même des personnes qui ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, ça n'a pas évité qu'aujourd'hui, il soit des personnalités. Mais, de nos jours, si vous prenez votre enfant, vous le placez chez votre petite soeur, chez votre petit frère, tenez-vous bien, votre enfant va devenir la domestique et faire en sorte que cet enfant serait victime de violence. Et si vous ne faites même pas attention, surtout si vous êtes dans un village et que votre parent est dans une ville, l'enfant va être victime de traite interne ou même pire, de la traite internationale. Donc, aujourd'hui, Foudet a un réseau spécifique qui s'appelle le RELUTET, réseau de lutte contre la traite des enfants,
qui s'occupe de la question de la traite. S'occuper de la question de la traite, c'est de faire la sensibilisation. Parce qu'on ne peut vraiment se dire que non, on a vaincu la traite si ce n'est pas la sensibilisation. Parce que dans le système opératoire de la traite, il faut toujours un trafiquant qui va aller au village, recruter les enfants, tromper leurs parents que non, si l'enfant va chaque fin du mois, je vais envoyer tel. Il va maintenant transporter cet enfant à un autre lieu. Et l'élément fondamental, c'est le but qui est d'exploiter cet enfant. Si même il y a un trafiquant qui recrute l'enfant, qui le transporte et qui ne l'exploite pas, on ne peut pas parler de la traite. Et dans la définition, l'élément fondamental pour dire qui est traite ou pas, c'est l'exploitation qui est faite sur cet enfant. Et donc le réseau a vraiment fait son travail. Et lorsqu'il y a des cas des victimes de traite, on fait la recherche de la famille, on essaie de réintégrer les enfants auprès de la famille. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle un projet de vie. Vous savez, souvent les questions de traite, quand vous faites une analyse profonde, une analyse sociologique profonde, vous allez trouver que c'est l'environnement familial ou bien le village qui est défavorable. Il manque d'opportunités, il n'y a pas de moyens pour que l'enfant même puisse manger ou dire, l'enfant fréquenter ou même faire une formation. Et à côté, on voit un autre qui est allé, par exemple actuellement vous avez annoncé la Tabaski, et que quelqu'un d'autre est venu du Nigeria dans un milieu musulman, il vient, il coud de jolis habits à son papa, l'autre papa dira mais toi tu me sers à quoi? Regarde mon voisin qui est bien habillé parce que voilà. Bon. Donc l'enfant se trouve maintenant responsable et il s'interroge, quand est-ce que moi je serai apprécié par mon père? Et de là, quel que soit le niveau dans lequel sa scolaire il voudrait que à la prochaine fête de Tabaski, que son papa puisse aussi l'apprécier. Donc il partira, il est candidat à la traite et partirait. Et donc tout ça là, on fait la sensibilisation, on fait l'éveil des consciences des parents et aussi lorsque ces enfants reviennent, on les ramène au village et on fait ce qu'on appelle un projet de vie. Et actuellement, la nouvelle donne le projet de vie ne concerne pas seulement l'enfant, c'est et l'enfant et tout son environnement. Pourquoi? Parce que si on fait au cas par cas, les autres aussi partiront, parce que celui-là est parti, c'est pourquoi on est venu le réinstaller, moi je vais partir. Mais au même moment qu'on est en train de travailler avec cet enfant, on améliore l'environnement global du village pour que les autres enfants ne partent plus. Oui, mais c'est juste une question de précision. Est-ce que cette traite-là dont nous parlons, est-ce qu'elle est liée à la pauvreté quelque part? Non, elle est liée à la précarité et non la pauvreté, parce qu'en réalité, moi je le dis, je le répète, l'Afrique, le Togo n'est pas pauvre. Parce que quand vous regardez un peu les définitions de la pauvreté, on n'a pas les mêmes variables pour dire oui, la pauvreté. Regardez, un élément par exemple de la pauvreté, c'est de dire ne pas arriver à manger 3 fois par jour. Mais disons-nous la vérité. À Lomé ici, nous sommes là quand on vient au boulot le lundi. Parfois on mange le matin, on mange le soir, à midi, on ne mange pas. Ou bien le matin on ne mange pas, on mange. Dans tous les cas, les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Mais au village, tenez-vous bien, on mange matin, midi et soir. Alors, si on dit pauvreté, qui est pauvre? Est-ce nous qui sommes à la capitale ou bien ceux qui sont au village? Donc, moi je parle plutôt de précarité. Parce que la pauvreté n'est pas un état statique. C'est mouvant, c'est évolutif. Aujourd'hui au village, l'homme a 1000 francs, mais il va l'utiliser ailleurs et demain il n'a rien. Mais après, à travers, il peut vendre ses cultures, il va avoir. Donc quand on dit pauvre, c'est que vraiment il n'y a rien, on espère rien, mais les gens quand même cultivent, mais à une certaine période, ils sont dans une certaine précarité, soit précarité par rapport à la nourriture, soit précarité par rapport à l'argent. Donc moi je n'aime pas souvent qu'on dise oui que à la pauvreté, non, mais c'est plutôt par rapport à la précarité, et c'est ça qui entraîne, parce que dans tous les cas, même l'espèce humaine est une richesse. Très bien. Alors, y a-t-il des régions spécifiques au Togo où les enfants sont exploités avec, bien sûr, le mépris de leurs droits, ou c'est l'ensemble du pays qui en pâtit? Oui, c'est l'ensemble du pays qui en pâtit, mais avec des niveaux différentiels. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, si nous prenons seulement un seul droit, l'accès par exemple à l'électricité. Les enfants aussi ont droit à l'électricité,
Mais quand vous voyez les enfants dans les villes, ils ont accès à l'électricité. Mais toutes les campagnes du Togo ne sont pas. Voilà. Mais au même moment, vous allez voir qu'il y a d'autres droits que les enfants au village jouissent, mais au niveau, comment dirais-je, de la capitale, les enfants ne jouissent. Je prends le droit à l'alimentation. C'est vrai, quand je dis, vous allez par exemple au nord, par exemple, que je connais très bien, le droit à l'alimentation voudrait qu'on mange aussi au-delà de la quantité de manger en qualité. Mais vous avez vraiment des variétés de légumes qu'on peut... Et même si les gens ne savent pas qu'ils mangent en qualité, on sait qu'on a des légumes pour pouvoir manger. Mais ici, quand vous regardez parfois, la rareté des légumes fait que c'est toujours les mêmes choses qu'on mange. Vous voyez que c'est différencié. Même la question de la traite. Quand vous regardez, il y a des zones, par exemple la région centrale, où vraiment il y a une certaine recrudescence de la traite. Mais ce n'est pas pour autant que quand on veut voir Lomé, oui, il y a l'exploitation des enfants, mais ce n'est pas de la même ampleur que, par exemple, dans les régions centrales ou bien au niveau de la région savane où les frontières, lorsqu'on a les frontières, les enfants, les frontières étant poreuses, c'est très facile qu'un enfant quitte Saint-Cassé, aller au Bénin, aller au Burkina, que quelqu'un puisse l'amener, ou bien vice-versa. Vous voyez, donc on n'a pas les mêmes niveaux d'exploitation ou bien les mêmes niveaux de violation de droits. Sinon, l'aspect holistique des droits de l'enfant qui voudrait que le droit soit respecté sur l'ensemble du territoire, pas seulement pour les enfants du Togo, mais les enfants vivant au Togo. Ça veut dire que quoi? Même si c'est un enfant Ibo qui est sur le territoire togolais, c'est le droit de l'enfant du Togo qui doit, c'est-à-dire que protéger cet enfant. Et donc, on voit que dans une moindre mesure, il y a certains enfants qui n'arrivent pas, pour un oui ou pour un non, n'arrivent pas vraiment à rentrer dans leurs droits. Mais quand même, il ne faut pas manquer de dire que le gouvernement est en train de faire des efforts. Mais ce que nous voudrions dire, profiter de cette occasion de dire, c'est de dire que malgré la volonté politique que l'État affiche par rapport à la question des droits de l'enfant, nous souhaiterions que les droits de l'enfant soient une priorité dans l'agenda politique. Très bien. Alors, votre organisation qui rassemble plusieurs associations de défense des droits de l'enfant, comment se fait la collaboration avec ces associations? Ok, merci beaucoup. Nous avons une dynamique qui est un peu spéciale. Nous sommes constitués. FODET est une fêtière des fêtières, c'est-à-dire c'est un regroupement de 9 réseaux thématiques. On a fait une analyse de la situation qui nous a amené à comprendre que notre ancêtre, qui était le COPET, était un foisonnement de toutes les organisations qui disent, entre guillemets, travailler dans les questions des droits de l'enfant. Et à un moment donné, on a vu que c'est les plus forts qui bénéficiaient toujours des bénéficiements et des financements et tout. Alors nous avons pensé, en 2004, pour créer FODET, de faire la spécialisation. Donc quand je vous ai dit que nous avons un réseau spécifique qui fait la traite, toutes les organisations qui travaillent sur la traite des enfants se sont mis ensemble pour faire le réseau. Un réseau qu'on appelle RUTET. Toutes les organisations qui ont des centres d'accueil, qui s'occupent des enfants de la rue, se sont mis ensemble pour faire un réseau qu'on appelle RESAEV. Toutes les organisations qui travaillent avec les enfants en contact avec la loi, c'est-à-dire les enfants à la police, à la justice, se sont mis ensemble pour créer un réseau. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à avoir 9 réseaux thématiques. Et donc, je suis en train de répondre à votre question par rapport à la coordination. Moi, je coordonne les 9 réseaux. Et donc, lorsqu'on me dit tout à l'heure qu'un enfant est en mal avec la police, c'est quelle police? Commissariat de Djidjolé. Je saisis le réseau, je dis voilà, il y a une situation comme ça. Puisque dans leur spécialisation, ils se sont formés toujours à travailler dans le sens de la justice pour mineurs et comment travailler avec les enfants qui sont en conflit avec la loi. Et donc, c'est eux qui règlent le problème et moi, je fais le suivi. Donc, sur l'étendue du territoire national, c'est ce que nous faisons. Et toujours dans le sens de cette coordination, nous avons des antennes au niveau régional qui nous remontent les informations. S'il y a à faire un plaidoyer, on fait le plaidoyer. Il faut intervenir. Et surtout, notre positionnement face généralement aux violations des droits de l'enfant. C'est ainsi que nous avons, par exemple, lorsqu'il y avait eu les cas des enfants Sindialim qui sont tués d'appoint, nous avons fait des communiqués de presse pour donner notre position, dire au gouvernement de rechercher les coupables et de les punir conformément à la loi. Et donc, aussi les plaidoyers, lorsqu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, nous poussons. Et le Code de l'enfance, il a été adopté en 2007 et actuellement est en train d'être révisé.
c'est aussi grâce à... On n'est pas seul, mais nous avons fait des actions de plaidoyer qui amènent le gouvernement à lui rappeler ses engagements et que le gouvernement aussi fait des avancées pour pouvoir vraiment traduire et dans les faits les droits de l'enfant. Et surtout, on a un mécanisme, le mécanisme de suivi, où chaque 5 ans, on demande à l'État de pouvoir aller rendre compte. Peut-être vous êtes journaliste, vous avez suivi tout récemment par rapport au comment dirais-je, au pacte des droits civils et politiques, le gouvernement a été devant le comité. Et donc, il y a un comité aussi, en vertu de l'article 43 de la CDE, où on rend compte chaque 5 ans de la réalisation des droits de l'enfant. Et on utilise aussi ce mécanisme pour faire avancer les choses, pour faire le plaidoyer et pour que le gouvernement puisse... Parce que parfois, c'est très honteux lorsque vous y êtes, qu'on vous pose la question très simple. Par exemple, prendre un arrêté comme ça et le gouvernement ne le fait pas. Et devant le comité, on dit, bon, on a dit, le code de l'enfant a dit, il faut prendre un arrêté. Maintenant, ça fait aujourd'hui 10 ans. Pourquoi l'arrêté n'est pas pris? C'est un papier à signer. Vous voyez, ça fait honte. Donc, nous aussi, on pousse et le gouvernement fait aussi de son mieux pour avancer. Oui, Monsieur Aledji, ma dernière question. Que doit quelle est la part de chacun d'entre nous pour que la mise en œuvre de la charte adoptée en 1990? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, que doit faire, c'est que d'abord, je voudrais profiter pour remercier Radio Lomé. C'est des actions pareilles qu'il faut faire. Pareil parce que nous ne sommes pas tous spécialisés dans la question des droits de l'enfant et nous n'avons pas tous la primauté de l'information en ce qui concerne les droits de l'enfant. Nous avons tendance à dire oui, moi, on m'a battu, c'est pourquoi aujourd'hui, on m'appelle Étienne, je suis journaliste à Radio Lomé. Si on ne m'avait pas battu, peut-être je serais un cultivateur. Mais je dis que c'est archi faux. C'est archi faux. Je voudrais dire que, donc, si Étienne n'était pas battu, peut-être qu'il ne serait pas, comment dirais-je, journaliste, il serait président de la République. C'est parce qu'on l'a battu qu'il est resté journaliste, il n'est pas arrivé à être Premier ministre ou bien ministre ou bien... Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous avons toujours tendance à faire valoir le fait que l'éducation que jadis nous avons reçue, en ce moment, il n'y avait pas les droits de l'enfant. On parle des droits de l'enfant à partir du 20 novembre 1989, où la Convention a été adoptée. C'est en ce moment qu'on a commencé par parler des droits de l'enfant. Auparavant, c'était la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui couvrait tout le monde. Mais l'enfant étant un être fragile, devait avoir des droits spécifiques. Et ce qui a amené l'ONU à adopter le 20 novembre. Et maintenant, à partir de ce moment-là, on doit cesser à dire que non, l'enfant, l'éducation, c'est un aveu de faiblesse que de frapper un enfant parce que on ne sait pas quelle sanction donner à l'enfant. C'est un aveu de faiblesse. L'enfant, ce n'est pas un animal, il faut lui parler. Et je crois qu'en lui parlant, il peut mieux comprendre, il peut mieux faire. Il peut partager même ses sentiments avec vous et vous saurez comment l'accompagner. Donc, il faudrait continuer, ouvrir tous les canaux pour sensibiliser et aussi dénoncer. Parce que le gouvernement a ses responsabilités. C'est de veiller à l'application des lois que le Parlement a prises. Mais le gouvernement ne peut pas, avec une torche à midi, en train de regarder. Nous, tous citoyens, vous et moi, nous qui sommes plus pointus dans les droits de l'enfant, tout le monde, les voisins, tout le monde doit savoir d'abord la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport aux droits de l'enfant? Et maintenant, on a tous la responsabilité dès qu'un enfant est victime d'une violence ou bien dans l'administration, lorsque les droits d'un enfant sont violés, qu'on puisse dénoncer. Par exemple, est-ce que vous le saviez qu'aujourd'hui nous sommes au Togo en 2021 et il y a plus de 40% des enfants togolais qui n'ont pas d'acte de naissance? Le tout premier droit. La responsabilité incombe à l'État. Oui, parce que pour faire un acte de naissance, il faut tout un système. Les états civils qui doivent être rapprochés, même si on a mis certains au niveau des chefs cantons. Au-delà de ça, il faudrait que les agents d'état civil qui enregistrent soient formés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez votre acte de naissance, vous avez fait tout, vous arrivez, un jour vous voulez voyager, vous arrivez, vous constatez même que l'acte d'état civil qu'on vous a fait là, c'est le volet numéro 3 qu'on vous a donné. Or, à la limite, aujourd'hui, je dis toujours ça, tout le monde n'a qu'à regarder sur son acte. Si c'est avant 2009, vous devez avoir le volet numéro 4. Si c'est après 2009 où les feuilles sont devenus 5, vous devez avoir numéro 5.
Si vous n'avez pas ça, il faut en même temps commencer par régler votre problème parce que ce que vous avez comme acte est le faux, ce n'est pas le vrai. Parce que le jour où vous aurez l'opportunité d'aller faire une naissance, l'ordinateur va rejeter parce que celui qui avait le dernier, le 4 là ou le 5, a déjà utilisé ça. Donc on regarde, on vous dit que ce n'est pas. Et maintenant c'est la croix et la bannière. Vous allez commencer, vous pouvez aller, je vous le dis, même aller jusqu'à 80 à 100 000 francs pour reconstituer votre acte de naissance. Et ça, c'est un droit des enfants. Mais qui, maintenant, nous qui sommes ici, qui avons la connaissance de la chose, on va au village en vacances. Est-ce que nos parents qui sont là, qui sont illettrés, est-ce qu'on prend soin de regarder un peu les enfants? Est-ce que, oh oui, mais tu as fait encore un autre bébé? Est-ce que tu l'as, comment dirais-je, fait l'acte de naissance? Les autres, je peux regarder et on peut en même temps déjà très tôt détecter tout ce qui est comme anomalie et demander à ce qu'on puisse. Mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Donc c'est la responsabilité de tout un chacun. L'État fait son travail. Le chef de l'État, il fait son travail. Le gouvernement fait son travail aussi. Le Parlement fait son travail. Mais de tout ça là, il y a des mécanismes. Par exemple, on demande à ce que le Parlement interpelle de temps en temps le gouvernement par rapport à l'application des lois. Il faudrait que ça soit plus régulier. Et nous, au niveau de la société civile, qu'on fasse ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Et c'est ensemble comme ça qu'on peut aller dans la bonne gouvernance et dans l'état de droit. Voilà, et notre entretien tire à sa fin. Je vous remercie bien, M. Aledji Ghislain. Vous êtes le secrétaire exécutif du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, FODET. Merci d'être venu sur ce plateau de Radio Lomé. Le sujet est très intéressant. Peut-être que vous reviendrez une prochaine fois pour plus d'amples explications. Ok, merci beaucoup, c'est avec plaisir. Autre volet de ce magazine pluriel, l'écho du palais. Une drogue est une substance naturelle ou synthétique consommée pour changer l'état du corps ou l'état d'esprit d'une personne. Sa consommation peut toutefois avoir des effets négatifs sur la santé du consommateur. Ainsi, consommer, acheter ou vendre certaines drogues sont des actions interdites par la loi. Selon le code criminel, le simple fait d'en posséder est un acte criminel et ce, peu importe la quantité. Et les sanctions peuvent grandement varier d'une substance à l'autre. Ouverte depuis le 5 juillet 2021 à la Cour d'appel de Lomé, la première session de la Cour d'assises de Lomé connaîtra en 6 semaines plus de 100 affaires, dont la piraterie maritime, le trafic international de drogue à haut risque, les infractions d'homicide, de viol, de pédophilie, d'inceste et de détournement de deniers publics. L'une des affaires traitées cette semaine concerne le trafic international de drogue à haut risque. L'inculpé se trouve être Dame Agnès, condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 4 août 2012, Dame Agnès a été interpellée à l'aéroport international Gnassingbé Yadémon au moment où elle s'apprêtait à prendre un vol. Une fouille de la valise qu'elle tenait a fait ressortir que celle-ci contenait des cristaux de couleur blanchâtre soigneusement dissimulés dans la valise. Suspectée, elle a été confiée à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment pour une enquête. L'analyse des cristaux découverts a révélé qu'il s'agissait de la méthamphétamine, classée comme une drogue à haut risque. Interrogée, Dame Agnès a déclaré qu'elle a été envoyée par une certaine Vera, de nationalité ougandaise, pour récupérer la dite drogue au Togo auprès d'un individu afin de l'acheminer vers Addis Abeba en Éthiopie. Une information judiciaire a été donc ouverte le 14 août 2012 pour trafic international de drogue à haut risque. L'inculpé au cours de son interrogatoire a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Amenée devant la cour d'assises pour y être jugée, Dame Agnès a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Son avocate, Maître Adjoavi Morera, se dit satisfaite de cette condamnation. Je dirais que je suis satisfaite dans la mesure où, comme l'avocat général l'avait dit, en fait, la peine, ce serait de 10 à 20 ans. Mais finalement, nous avons obtenu 10 ans. Moi, je crois que c'est déjà bon pour nous. Ma cliente a déjà fait presque 9 ans, puisque les faits se sont produits en août 2000.
2012. Août 2012, donc je dirais qu'elle a encore un an et quelques jours, puisque nous sommes en juillet. Moi, je suis pleinement satisfaite de cette décision-là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a coopéré. Lorsque les faits se sont produits, elle a coopéré. Et elle a soutenu et elle continue par soutenir. Et nous-mêmes, nous l'avons découvert que, en fait, elle ne savait pas que sa valise contenait de la drogue. Mais dès qu'on l'a prise, elle a coopéré largement. À samedi prochain. Sport, football, deux habitués de la division d'élite se retrouvent demain dimanche pour le titre de champion du Togo de deuxième division. Kotoko de Lavier, avec sa rage de vaincre, et Kakadre de Doufelgou, qui revient de très loin, vont livrer une bataille sans merci au stade de Kégué. Kilim Poyode. Les protégés de l'Atanyama, qui ont longtemps végété en D2 à cause des moyens financiers, auront fort à faire face au port qui pique de Lavier. Un adversaire sérieux mené par Kwasi Adougou et Tohojo Edem, les buteurs maison de Kotoko. Le club des falaises de Défalé pourra compter sur ses meneurs Joma Eke et Ejike Martins. Les deux clubs étant déjà assurés de la montée en D1, l'enjeu principal reste le trophée de la D2. Le match se joue au stade de Kégué sous les coups de 15h temps universel. Football toujours, mais en coulisses, le Togo renonce aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Costa Rica 2022. La FTF l'a annoncé à travers un communiqué expliquant que cette décision est prise pour certaines raisons d'ordre administratif. Ailleurs dans le monde, la Jamaïque a battu la Guadeloupe 2-1, tout comme le Costa Rica qui s'est défait du Suriname sur le même score. C'est dans le cadre de la Gold Cup, l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations ou de l'Euro, qui réunit les pays d'Amérique du Nord, du Centre et des Caraïbes. Les deux pays se qualifient ainsi pour les quarts de finale. La revue de presse pour clôturer cette édition. Les unes des journaux cette semaine sont revenues sur plusieurs sujets qui sont entre autres l'incendie au port autonome de Lomé, la participation du Togo au sommet international sur la responsabilité sociale des entreprises, le départ de l'Alliance nationale de changement ANC du cadre de concertation nationale des acteurs politiques CNAP et l'interdiction de la célébration des fêtes traditionnelles en raison de la pandémie à coronavirus. Juliette Kandé. Politique pour commencer. La concertation nationale entre acteurs politiques, la CNAP, a clos ses travaux mardi dernier à Lomé, alors que le gouvernement note des avancées après 8 mois de huis clos pour tenter d'améliorer le cadre électoral et évoquer les voies et moyens pour apaiser les tensions après la dernière présidentielle. L'Alliance nationale pour le changement ANC a claqué la porte avant la fin. Le bimensuel Gazelle Info titre à sa une: départ de l'ANC des travaux de la CNAP, une manœuvre politique selon le ministre Payadoa Boukpessi. Le journal relève que l'ANC avait d'abord menacé dans un courrier de quitter la concertation avant de mettre à exécution sa menace quelques heures seulement plus tard. Jean-Pierre Fabre explique cette décision par le fait que les préoccupations exprimées par son parti sont restées lettres mortes, alors justement qu'elles sont censées, selon lui, assainir en profondeur le cadre électoral par des réformes. De son côté, le ministre de l'administration territoriale s'est dit étonné du rétropédalage de l'ANC, qui pourtant a pris part à presque toutes les réunions. Il n'a envoyé un courrier qu'à la veille de la fin des travaux de la concertation, s'indigne le ministre. Un point de vue conforté par Togo Matin. Le confrère, après avoir transcrit le courrier de l'ANC au ministre de l'administration territoriale, estime que les dernières sorties médiatiques du parti Orange laissaient présager un problème. Mais l'on ne pouvait pas imaginer une décision aussi extrême, et au journal de conclure que l'on se rend simplement compte de l'incohérence qui caractérise ce parti dans la mesure où celui-ci n'a pas pu respecter jusqu'au bout les décisions de son propre Conseil national tenu l'an dernier. Et si pour Ouattara les vainqueurs, attendre la fin pour quitter la concertation est une stratégie politique incongrue, des Guardians trouvent de son côté qu'il s'agit d'un parti de plus qui quitte la barque.
L'autre information largement traitée par les parutions de cette semaine, c'est la participation de la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Myriam Dossou d'Almeida, au sommet international sur la responsabilité sociétale des entreprises. L'hebdomadaire Le Bâtisseur titre « L'expérience togolaise avec le monde connecté ». Le sommet s'est tenu les 7 et 8 juillet derniers entre l'Afrique, la France et l'Europe. Madame Myriam d'Almeida Dossou a saisi l'occasion d'un panel pour présenter les actions phares du Togo, les réformes réalisées et les priorités. L'essentiel de cette présentation a retrouvé dans Nouvelle Opinion. Le port autonome de Lomé assis sur un brasier est frappé de 2 graves incendies. Un article à lire dans Forum de la semaine. Un incendie s'est en effet déclaré dans la nuit du 10 au 11 juillet au port autonome de Lomé. Il a ravagé des centaines de balles de coton entreposées sur un site exploité par le groupe Bolloré. Forum de la semaine déplore notamment le manque d'équipements adéquats pour lutter efficacement contre de tels événements au port. L'alternative de son côté s'interroge. 3 incendies en un mois. Le port autonome de Lomé est-il devenu une poudrière? L'incendie du week-end dernier reste en tout cas un mystère pour Fraternité. Et pour cause, son origine reste jusqu'alors inconnue. La période des grandes vacances s'annonce et vacances riment généralement au Togo avec les fêtes traditionnelles. Cette année encore, pour la 2e fois consécutive, ces fêtes qui drainent d'immenses foules sont interdites sur tout le territoire. Le gouvernement a rappelé par le biais d'un communiqué que l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur et que des groupements sont interdits dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Méga Info pense que c'est une interdiction de bon sens pour l'intérêt des populations. Evala, Akbema, Pesoso, Aïzan, Agbogozan, Tinpapab et bien d'autres fêtes désignables dans différentes préfectures sont interdites. Cependant, les rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées. Le médium a choisi de mettre les projecteurs sur Evala pour annoncer ce communiqué du gouvernement, dans la mesure où le communiqué intervient pile poil à la période au cours de laquelle Evala se tient d'ordinaire en pays cabiais. Le journal écrit à sa une, Covid-19, les Evala 2021 passent à la trappe. Sur un air beaucoup plus triste, la lanterne écrit Covid-19 en deuil une fois de plus les fêtes traditionnelles. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel de ce samedi 17 juillet 2021. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles.